Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 217 du podcast Jeune Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver. Excusez-moi, mon téléphone explose en même temps. Très heureux de vous retrouver donc pour votre preview des matchs, l'émission du jeudi. À mes côtés, Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Camille Sarabène, Grégory Richard, bonjour Grégory. Bonjour. Excuse-moi. Et Camille Sarabène était à la technique. J'avais sauté une étape. Bonjour Camille. Le podcast Jean Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet. Oh, on n'a pas mis le t-shirt. Est-ce que tu peux prendre le t-shirt s'il te plaît, Grégory? Il est dans le sac à côté de la table. Voilà, on va mettre le t-shirt du partenaire sur la table. Donc, le podcast du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans le menu pour aller vous inscrire. Merci beaucoup, Grégory. Non, il faut le poser tranquillement sur la table. Il n'y a pas besoin de le garder devant le visage. Désolé, Brett. Donc, les deux affiches du week-end, messieurs, les pronos, les cotes et notre débat de la semaine sur les London Marmite, notre équipe qu'on continue à construire. Quelle identité de jeu idéale pour réussir. En gros, on va vous expliquer comment on monte une franchise qui tient la route. Note ça, Sachi Brand, notez ça les Brands. On va vous montrer comment on fait. Il ne peut plus noter ça, ça lui sert plus à rien. Non, pas Sachi Brand. Ouais, John Dorsey éventuellement. Tu connais la NFL. Jim Irsay, il sera réembauché d'ici quelques 2 ans. Allez, donne-lui 2 ans et Sachi Brand, il a un nouveau boulot. Donc, tout ça, ce sera après les affiches de la semaine. On commence par ça. C'est parti, Camille. Les affiches de la semaine, nous avons choisi d'en donner 2 cette semaine parce qu'il y a du lourd. La première, c'est dans la NFC West. Seattle Seahawks, 8 victoires, 5 défaites. Los Angeles Rams, 9 victoires, 4 défaites. La NFC West est en jeu. Les Seahawks ont perdu beaucoup de monde ces dernières semaines. Ils n'ont pas de jeu au sol, mais ils jouent à la maison. Est-ce qu'ils peuvent se sauver face à des Rams qui semblent quand même un peu plus complets à l'heure actuelle? Est-ce qu'ils peuvent se sauver? Vas-y, dis-le toi. Non. C'est un match qui est très très difficile à analyser. Les deux équipes sortent de 2 défaites un petit peu crève-cœur dans 2 rencontres très accrochées de bout en bout. Maintenant, c'est vrai que forcément, ce qu'on regarde en premier du côté des Seahawks, c'est les fameux joueurs qui pourraient faire défaut, notamment en défense. On sait que cette défense des Seahawks est déjà pas mal amoindrie depuis notamment les blessures jusqu'en fin de saison de Richard Sherman et Cam Chancellor. Bobby Wagner, c'est sûr même, ne sera pas là ce week-end. Pour l'instant, c'est incertain pour les deux. Pour l'instant, c'est incertain. KJ Wright également. Donc deux linebackers quand même, alors que le run-stop de Seattle est quand même assez satisfaisant depuis le début de la saison. Ça peut être problématique contre un Todd Gurley qui reste quand même très performant cette année. Est-ce que tu veux dire que sans Wagner, ce ne sera pas la même musique? Tout à fait. Ok. 1637 yards pour Todd Gurley cette saison. Ça peut finir sur une mauvaise note. Exactement. 10 matchs à plus de milliards, meilleur joueur en NFL pour ça. 10 matchs à plus de milliards. 10 matchs à plus de 100 yards. C'est déjà pas mal pour un seul homme. La bête. La fusée. Le monstre. Donc c'est le meilleur joueur en NFL pour ça au niveau des yards gagnés depuis la ligne de scrimmage. Ils ont encore de quoi le contenir quand même alors où ça va être vraiment intenable sans Wagner et sans éventuellement KJ Wright. Au-delà de ça, c'est que il y aurait que Todd Gurley performant dans cette équipe, il pourrait faire quelque chose, mais il va falloir s'occuper du jeu aérien aussi. Et Robert Woods est de retour en plus. Ouais, Robert Woods est de retour et t'as toujours Sammy Watkins. Au Cooper Cup, il est là aussi. Voilà. Bon, ça va pas être facile de contenir toute cette armada des Rams qui met toujours 30 points de moyenne par match. Et qui là va peut-être pouvoir en mettre un peu plus que ça. Surtout que, comme vous le soulignez mardi, le pass rush de Seattle reste sur une prestation assez décevante. En tout cas, ils sont cassés les dents sur la ligne offensive de Jacksonville. Ils ont pris quand même assez cher de la part de Blake Bortles. Là, ils se retrouvent contre Jared Goff qui n'est pas habitué à commettre un paquet de turnovers sur chaque match, avec une ligne offensive qui est globalement assez correcte depuis le début de la saison.
Donc voilà, ça va aussi jouer beaucoup sur l'orgueil, je pense. Il n'y a pas forcément l'envie de se faire marcher dessus 2 fois de suite, surtout sur un match aussi important et en l'occurrence du côté du Sanctuary Link Field. Donc j'aurais du mal à les voir autant galérer qu'à Jacksonville. Après, voilà, encore une fois, Los Angeles reste quand même assez costaud offensivement. On l'a vu contre Philadelphie, qui a un bon pass rush également. Russell Wilson est quand même plutôt actif au niveau des receveurs. Il a fait briller Tyler Lockett, Paul Richardson. Ça se passe plutôt bien quand même pour lui. Est-ce que face à des Rams qui ont par contre des pertes dans le backfield défensif, au niveau des cornerbacks, est-ce que peut y avoir match finalement offensif ? Oui, ça peut être comme ce match, je ne sais plus contre qui, ils avaient fini tous à plus de 30, c'était pas les Eagles il y a quelques semaines. Bon, je sais, j'ai un trou, mais voilà, on a vu que finalement, quand ils avaient besoin, Russell Wilson pouvait aller chercher beaucoup de points aussi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les points, c'est sûr que les Rams, ils vont en mettre, enfin c'est sûr. Parti comme c'est, les Rams... À l'aller, ils avaient mis 10 points aussi, Hawks, hein. Faut pas l'oublier non plus. Oui, 10-16. 10-16 dans ce match remporté par Seattle. Mais c'est sûr que c'est Truman Johnson notamment qui sera pas là ce week-end, qui est censé être entre guillemets leur shutdown corner attitré. Et c'est vrai que ces dernières semaines, alors à Jacksonville, il est passé à côté un petit peu comme l'ensemble de l'attaque de Seattle, mais c'est vrai que Russell Wilson privilégie pas mal le jeu profond assez rapide depuis quelques semaines maintenant. Et c'est vrai que si le front seven de Los Angeles n'est pas capable de mettre une pression suffisante sur Wilson, ou en tout cas de le contenir suffisamment dans la poche, ça peut être assez compliqué avec des joueurs qui sont extrêmement vifs. Tu parlais de Lockett, Baldwin, Richardson. Enfin voilà, il y a quand même un paquet de menaces sur le jeu profond. À l'aller, Jared Goff avait été limité à moins de 50% de passes complétées, aucun touchdown, 2 interceptions. Bon là, ce sera plus compliqué puisqu'il manque quand même Richard Sherman, il manque quand même Chancellor par rapport à ce match aller. Du coup, le pronostic. Est-ce qu'on a enfin cette passation de pouvoir NFC West ? La fin de règne des Seahawks après quand même de belles années. J'ai envie de croire que sur ce match-là, en tout cas, les Rams ont une sérieuse chance, même si c'est à Seattle et que c'est jamais facile. C'est un peu ça. Toujours la même chose. Seattle, en venant de perdre, là, s'il y a défaite de Seattle, c'est une grosse difficulté en vue des playoffs. Leurs principaux adversaires, Carolina et Atlanta, ont, je ne vais pas dire des matchs plus abordables, mais ils peuvent en tout cas bien s'en sortir ce week-end s'ils gèrent correctement. C'est vraiment un match à double tranchant pour Seattle. Je les vois quand même gagner à domicile de très peu sur ce match-là, un peu comme ça avait été le cas du côté de Los Angeles. J'ai toujours du mal à parier contre eux, en tout cas à domicile les Seahawks. Hein, je vais prendre les Rams, mais j'ai du mal à parier contre eux. Donc Rams aussi, Greg ? Non, j'ai dit Seahawks. Seahawks, pardon, excuse-moi, je suis troublé par le bruit de téléphone que je viens d'entendre, transparence totale. Pittsburgh Steelers, New England Patriots, là par contre, c'est la suprématie AFC qui est en jeu, évidemment, alors que tombe la grêle derrière nous, visiblement. Ça fait un bruit de... Il y a un gros bruit. Il y a un bruit de pluie de folie derrière. Ouais. 10 victoires en 12 matchs pour Tom Brady contre les Steelers, la stat est dingue, il est contre eux à 115,1 d'éval, 29 touchdowns, 3 interceptions. C'est quand la dernière fois qu'il a lancé une interception contre les Steelers, d'après vous ? Eh ben, sa première saison ? C'était en 2005. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas lancé une interception contre Pittsburgh. Alors, il ne les joue pas 2 fois par an, hein. Mais il en avait lancé... où les Steelers vont au Super Bowl en plus, non ? C'est pas le... Non, 2005-2006. C'est pas l'année du Super Bowl 40 ? 2005, non. Lui, il fait le Super Bowl de l'année... Enfin, il est en 2005, mais c'est la saison 2004. Il fait 2001, 2002, 2004, non, c'est pas ça ? Bon, bref, on va pas rester on va pas calculer toutes les années, mais en tout cas, ça fait un moment. Il lance 2 interceptions contre eux en 2004, une en 2005 et depuis aucune. 0. Voilà. Donc, et il est à 3-0 contre eux, je crois, en play-off, parce que le bilan a inclus les play-offs. Oui, puis même les dernières confrontations ne sont pas hyper favorables aux Steelers, parce que comme c'est des équipes qui finissent souvent premiers de leur division, ils ont tendance à souvent se retrouver quand même ces dernières années en tout cas. Ouais. Et il me semble que le dernier match, notamment à Pittsburgh, même si l'état de forme des Steelers n'était pas le même qu'aujourd'hui, ça a été une petite démonstration en faveur des joueurs de Belichick. Joe Haden pourrait revenir. Est-ce qu'à lui tout seul, il va ralentir totalement Tom Brady ? Parce que là, il y a de quoi se faire plaisir en théorie pour Tom Brady encore. Bah c'est ça, ouais. Moi, en fait, on l'a vu la semaine dernière, la défense des Steelers, elle était quand même plutôt à la rue, quoi, face aux Ravens, qui était quand même pas le monstre offensif qu'ils ont pu être il y a quelques années. Là, ils en prennent 38. Bon, c'était pas le plus rassurant. Là, t'arrives avec un Tom Brady énervé d'avoir perdu la semaine dernière, qui retrouve Rob Gronkowski en attaque. C'est vrai que, comme le dit Raoul, moi, c'est un
encore et toujours la même chose qu'on dit cette année, c'est que rien que le fait de voir New England perdre 2 fois de suite, même si là, en l'occurrence, ils ont quand même un adversaire plus que légitime dans la course à la suprématie, on dirait, dans la conférence américaine, c'est difficile d'envisager une deuxième défaite de suite. Après, tu soulignes un retour de Joe Hayden, c'est clair qu'on n'a jamais 2 fois le même visage de Pittsburgh cette année sur 2 rencontres de suite. J'attends de voir ce que va donner leur front seven, enfin en tout cas leur pass rush en particulier. Il est loin d'être mauvais depuis le début de la saison. Des joueurs comme Watt, des joueurs comme Hayward, comme Dupree sont capables de sortir sur certains moments clés, sur des troisièmes notamment. Et New England a eu beaucoup de difficultés sur les troisièmes la semaine dernière contre Miami. Donc ça, c'est une donnée peut-être à exploiter. Encore et toujours, on sait que Brady, sous la pression, est pas forcément aussi dominant. Donc ça peut clairement être une arme pour permettre notamment à Joe Hayden derrière de bien couvrir sur les receveurs qu'il aura à jouer. Mais c'est vrai que j'insisterai encore plus sur ce front seven et sur ce pass rush notamment des Steelers. Vraie question, est-ce que les Patriots ont de quoi contenir Antonio Brown et Le'Veon Bell ? C'est la question aussi, et malheureusement, j'ai pas l'impression, en tout cas peut-être pas autant que d'autres équipes l'ont fait cette saison, parce que en fait c'est vrai qu'il y a eu un début un peu bizarre de ces Patriots où ils prenaient des valises de points, ils arrivent à gagner, ils se sont petit à petit recentrés, et là la semaine dernière ça a encore coincé. Est-ce qu'ils vont arriver sur ce match-là à contenir ce qui peut être éventuellement 2 candidats au MVP cette saison? Ça va pas être facile. Parce que il y a Bell, il y a Brown, il y a Smith-Schuster dont on parle encore et toujours. Roethlisberger qui sort d'un match à plus de 500 yards aussi. Donc c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup d'éléments à surveiller contre une défense qui, on va dire, arrive tant bien que mal à colmater les brèches avec les absences, tout ce qu'on sait autour de l'équipe. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier également que du côté de la ligne offensive des Steelers, il manquera toujours Marcus Gilbert qui est suspendu, leur tackle. Ça peut être une donnée à prendre en compte éventuellement. Je ne sais pas si Trey Flowers sera là sur ce match-là. Il manquait sur les précédentes rencontres, mais j'ai un doute là-dessus. Mais c'est sûr que ça va être très très compliqué quand même pour les Patriots de réussir à gérer tout le monde. Peut-être qu'il faudra, je ne vais pas dire s'exposer sur un secteur pour tenter de bien en dominer un autre. Peut-être essayer de bien contenir Antonio Brown et laisser un petit peu d'espace à Le'Veon Bell. Mais je me dis qu'il y aura toujours cette capacité du côté du coaching staff des Patriots à trouver des ajustements. On sait que c'est leur grande force, notamment en deuxième mi-temps. Et voilà, c'est ce qui fait que je suis inquiet pour eux sans forcément les trouver désespérés dans ce secteur-là. Le pronostic ? J'arrive pas à parier contre les Patriots, donc je vais y aller avec eux, mais je suis pas convaincu complètement. Je dis Patriots également parce que mine de rien les Steelers restent sur quelques victoires contre des équipes intéressantes, en tout cas des vrais tests, le déplacement à Cincinnati contre Baltimore, mais il y a quand même beaucoup ces derniers temps de victoires un petit peu à l'arrache de la part de Pittsburgh, et là contre New England, encore une fois dans les circonstances qu'on évoquait, j'ai un peu peur que ça passe pas pour eux. Je vais prendre Pittsburgh. Pourquoi pas? C'est pas incohérent. Bon, allez. C'est l'heure du débat. Messieurs, nous avons un quarterback, il s'appelle Aaron Rodgers. Nous avons un coach, il s'appelle Mike Zimmer. Alors maintenant, pour les London Marmite, alors évidemment, le coach va un peu influer sur l'identité de jeu, mais on est là aussi pour lui donner des ordres. Après tout, on est les proprios et les GM en même temps, on fait ce qu'on veut. On est les Jerry Jones des London Marmite. Donc, il est l'heure d'expliquer à Mike. On fait les choses dans l'ordre quand même. On nomme le head coach et après on lui dit bon, ce que tu nous as vendu, on s'en fout. Tu prends ça et exactement, tu vas être notre homme de paille, Mike Zimmer. Donc, le coach va influencer là-dessus, mais on va vous expliquer comment monter une franchise comme il faut en NFL à l'heure actuelle. Quelle va être l'identité de jeu des London Marmite? Messieurs, la première question est très simple. Est-ce qu'on met tout sur l'attaque ou tout sur la défense? En tout cas, quelle est notre première priorité? S'il faut choisir entre les deux, moi je vais dire tout sur la défense. Déjà, moi je voulais drafter J.J. Watt qu'on m'a refusé. Bon, très bien. J'en ai pris bonne note. Mais c'est pas grave. Non, mais très bien. Mais j'insiste encore une fois sur l'aspect défensif à construire d'abord. Alors, j'aurais tendance à dire ça d'abord aussi, mais comme ces dernières années, parfois, ont presque donné tort à ce théorème. Quand on voit la renaissance des Rams sous Sean McVay, alors qu'ils avaient une énorme défense et qu'ils foutaient rien les années d'avant, quand on voit ce que font les Broncos aujourd'hui avec la meilleure défense de la ligue, ça me fait hésiter. Après,
Le fait est que je construirais d'abord par les lignes et par la défense, par le pass rush. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Alain, parce que c'est vrai que forcément, on insistera toujours sur la question, sur le fait que les défenses gagnent les titres, mais c'est toujours, sauf rares exceptions, et tu les as cités notamment il n'y a pas si longtemps que ça, avec Baltimore, Tampa Bay, je crois à l'époque, on avait cité notamment au début des années 2000. C'est vrai que c'est quand même assez souvent nuancé. Voilà, il n'y a pas des attaques qui sont catastrophiques globalement. Bah non. Donc voilà, même quand les Broncos par exemple gagnent le Super Bowl avec un Von Miller qui est stratosphérique, Peyton Manning fait un minimum d'erreurs avec un jeu au sol qui reste satisfaisant. Donc oui, enfin après le jour du match, il marque pas 10 points en moyenne. Voilà, c'est pas des équipes qui gagnent 12-10 on va dire sur l'ensemble de la saison non plus. C'est mon propos. Et c'est vrai que tu prenais l'exemple des Rams. L'année dernière, ils avaient une excellente défense. Moralité, tu marques 10 points par match, ça sert pas à grand chose. Donc déjà d'un point de vue purement je sais pas comment dire ça, mais business, déjà les attaques font vendre, les attaques font venir, donc déjà t'investis sur une attaque. C'est vrai. Par plaisir personnel, déjà pour éviter de me faire chier au stade pendant 3 heures quand je viendrai voir jouer les London Marmites, j'ai envie de spectacle. Donc on prend la vente de billets en compte aussi. Si on est propriétaire, tu prends la on peut pas gestion savoir que philanthropie. Non, mais voilà, c'est un paramètre que je prends en ligne de compte. Après, si je reviens sur l'aspect sportif, encore une fois, c'est pas mettre de côté la défense, mais si moi j'avais un côté à privilégier, ce serait plutôt l'attaque. J'étais partisan du fait de prendre Aaron Rodgers parce qu'encore une fois, c'est aussi pour moi, ça passe aussi par là l'identité d'une équipe. Donc voilà, pour le côté spectacle, pour le côté parce que mine de rien les attaques vont souvent loin, ça c'est pas toujours couronné de succès. Les Falcons l'année dernière, les Patriots en 2007, les Broncos en 2013, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre et qui du coup montrent qu'on va pas forcément gagner un Super Bowl, mais en tout cas encore une fois c'est une équipe qui peut avoir une bonne image globalement au niveau de la NFL, et c'est une équipe qui encore une fois peut attirer beaucoup de monde d'un point de vue local. Bon, donc mais après on a Aaron Rodgers déjà qui fait vendre. Oui. Donc, quelle identité on donne derrière? Oui, moi je me disais, on a Rodgers, derrière il peut se débrouiller tout seul en attaque et on blinde la défense comme ils l'ont pas fait à Green Bay. Et puis une défense qui roule sur le quarterback adverse, moi ça me donne envie d'aller au stade. Hein. T'as des défenses qui sont sympas à regarder. Non, ça. Bon, attends, vous êtes dur. C'est pas ça qui donne envie à. Non, mais alors. Au clampin moyen, en tout cas, c'est pas ça qui me donne envie de venir. J'avoue, je suis bien placé pour le savoir. C'est vrai que pour regarder les Falcons depuis une dizaine d'années, c'est vrai qu'il y a un côté quand même assez frustrant à voir la défense. Pas être capable de vraiment ça aussi, voilà, être dominant sur l'équipe adverse. Mais encore une fois, oui, ça peut être excitant de voir une bonne défense, mais si derrière tu as une attaque qui fait mais rien, derrière tu as Aaron Rodgers, tu vas être frustré. C'est ça aussi notre point, c'est que la défense, si elle bouffe l'attaque adverse et qu'ensuite tu rends la balle à Aaron Rodgers, t'es gagnant. Moi je pars du principe qu'on a Aaron Rodgers, donc que derrière on peut mettre le paquet sur la défense. Et que justement il vaut mieux qu'il ait plus souvent le ballon, donc que la défense soit meilleure. Si vous voulez. Déjà il est toute l'attaque. Voilà, moi j'aimerais plus dans l'attaque. Moi j'ai ce côté, voilà, j'ai ce côté besoin de spectacle, besoin de. Bon, après mes deux modèles, entre guillemets mes deux Madeleine de Proust d'un point de vue NFL, c'est les Rams et et forcément les Falcons de ces dernières années. Donc forcément j'aurais plus vers l'attaque que la défense. Mais encore une fois, c'est pas toujours couronné de succès. Je suis d'accord avec vous. Bon, alors on est à 2 contre 1, on va partir sur la défense. Partez sur la défense. Quelle défense? 3-4 ou 4-3? Je sais jamais bien, j'avoue que. En fait, j'ai l'impression que la 3-4 est devenue le nouveau standard quasiment, non? C'est un peu pas la mode, mais. Vogue, un petit peu. Après, c'est vrai. Moi, j'avoue, je préfère une 4-3. Je n'ai pas d'explication crédible ou quoi, parce que je ne me connais pas suffisamment en technique. J'aime bien mes 2 defensive ends à l'ancienne qui. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, moi aussi. En fait, voilà, je pense que ce qui a un peu poussé à aller un peu plus vers une 34, c'est cette arrivée massive, notamment de pass rushers assez hybrides, assez longilignes, qui permettent d'apporter un peu de vitesse, qui peuvent très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de switch sur les systèmes, des joueurs qu'on peut très bien faire jouer defensive end, qui finalement derrière reculent, s'excentrent un petit peu plus. C'est vrai que moi aussi je suis un peu conservateur dans cet état d'esprit là. Une 43 surtout, je sais pas comment dire ça, mais voilà, j'ai la sensation que le run stop est plus renforcé avec ce mode là. Voilà, les 2 defensive tackles vraiment capables de blinder, et puis éventuellement 2 linebackers pour bien colmater les brèches derrière, avoir un homme à tout faire en outside. C'est vrai que j'aime bien cette vision des choses là.
Et puis voilà, comme je le disais, j'ai la sensation qu'avec une 34, tu as un peu plus de difficultés, selon moi, encore une fois, à bien contenir le quarterback adverse. Avec une 43, ça me paraît être un peu plus jouable, tu arrives bien à dispatcher les responsabilités. Mais voilà, c'était vraiment juste mon côté conservateur là-dessus. Et derrière, on met le paquet sur la ligne offensive. Oui. De toute façon, la ligne, c'est ce qu'on dit tout le temps, et on remarque que les équipes qui arrivent mieux ont d'abord construit la ligne offensive et défensive d'ailleurs, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on va faire avec les Marmites. D'accord, donc on est d'accord qu'on veut une équipe un peu londonienne où il va pleuvoir, etc. Donc que ce soit un peu sale, que ce soit un peu nasty, quoi. Il faut que ça rentre un peu dedans. Un pack de... Dans le coin, tu as des rugbymen qui sont tous des gros avants. Bon, bah voilà, tu les fais jouer en lineman, en défenseur, c'est très bien. Et du coup, pour l'attaque, donc on construit par la ligne, on est d'accord aussi qu'on met une bonne dose de jeu au sol, quoi. Pareil, on donne à Aaron tout ce qu'il n'a pas à Green Bay, quoi. Une défense et un jeu au sol. Oui, puisque de toute façon, même des receveurs moyens, normalement, Aaron Rodgers est capable de faire briller une attaque où il est la star sans receveur star, je sais pas, parce qu'il y a quand même eu des matchs où il avait plus trop de receveurs et c'était moyen, mais mettons que ce nouveau climat va on parle d'un mec qui envoyait Geronimo Allison au touchdown, donc... Non mais d'accord. Non mais ce que je veux dire, c'est que quand il lui manque Nelson et Cobb, parfois c'est pas exceptionnel. Bref, je suis d'accord, on met le jeu au sol avant les receveurs. Moi je pense qu'on lui met une base de jeu au sol à fond et après il se débrouillera avec ce qu'il a en receveur. Oui, ça marchera. Moi ça me va. En ce moment, on en voit quand même. Les coureurs s'enchaînent pas mal dans les équipes. Souvent, il n'y a pas forcément aussi. Les mecs font quelques années et après ça part. Donc peut-être plutôt intérêt à trouver un gros receveur. Celui le receveur de possession qui va rester. Moi j'avais surtout envie de dire, mais plutôt sinon à la Dallas, de dire tu trouves une ligne qui de toute façon va ouvrir des brèches à n'importe quel clampin et ça te permet de mettre un peu plus de blé sur tes receveurs parce que tu sais que n'importe quel coureur va gagner, quoi. Mais alors, du coup, je sais pas si tu allais le rajouter, mais si on prône plus ou moins le jeu au sol, parce que moi je suis prêt à vous suivre, mais est-ce qu'on prend un top running back ou est-ce qu'on part sur un comité ? Moi je pars comité. Et comité avec un peu comme les Saints, qui est un vrai... Moi j'en prendrais un, tu vois. Parce que j'ai remarqué que le comité, ça installe pas une très bonne ambiance globalement. Et on sait que les running backs restent quand même assez... alors c'est pas autant des divas que les receveurs et les corners notamment, mais... Voilà, il y a ce côté, les gars, je suis quand même un peu en lumière. Je fais quand même partie des postes où si je fais une bonne saison, je peux être en lice pour le MVP. Je vais plutôt vers cette direction. Alors, moi je vais essayer de trancher. Un vrai coureur numéro 1, c'est important. Mais d'avoir un coureur un peu comme ce qu'était Danny Woodhead à l'époque chez les Chargers, qui est capable de... Tu vois, il reparle des Chargers, c'est incroyable. C'est l'expérience la plus longue que j'ai eue, encore une fois. Excusez-moi. La plus longue que j'ai eue. Ou comme Je préfère que je dise comme McCaffrey chez les Panthers. T'imagines Raoul avec sa copine. Tu sais, mon ex, elle faisait ça. C'est ma plus longue expérience. J'ai pas de copine, j'ai une fiancée et je suis quelqu'un de sensé, je fais pas ça. Donc, comme McCaffrey chez les Panthers, qui est pas forcément dans le physique, mais qui va être capable de créer des jeux en sortie de backfield. Mais alors, pour coller à l'identité de jeu, je pense qu'on veut avoir, c'est mieux d'avoir un receveur un coureur numéro 1 qui soit physique et qui soit utilisé sur les 3 quarts des snaps. C'est pas un vrai c'est pas 50-50. Un comité à la LeGarrette Blount, etc., comme il faisait à New England ces dernières années, par exemple, ça marchait. Ouais. Ce qu'ils font à New England. Parce que après. Alors, deux responsabilités totalement différentes en l'occurrence. Tu prends un mec qui martèle au sol et puis l'autre qui passe son temps à sortir. En l'occurrence, Stuart McCaffrey par exemple à Carolina. Des John Lewis ou des mais James pas 50-50 White, la répartition des snaps pour moi. Non, 75-25. Tu varies selon les situations, quoi. Oui, tu varies, mais parce que tu disais c'est des divas, mais nous on est des propriétaires impitoyables. Ah bah s'ils sont pas contents, ils s'en vont. S'ils sont pas contents, ça va dégager. Salut. Je suis d'accord avec toi. Pas se faire mener à la baguette non plus. Non, je t'ai pas demandé de faire l'assistante sociale. Mais... c'est qui le connard de propriétaire qui avait dit c'est pas les prisonniers qui gèrent la prison? C'est McNair, le propriétaire des Texans. Bon. Nous on le dit en rigolant, mais lui il le pense. Mais bon, nous on essaierait d'installer un climat sympa, tu vois, on ferait des sorties du team building, tout ça, là, comme on dit chez les jeunes, on les emmène à Disney. À Londres. Et là du coup ils vont dire non, prends le ballon, non, toi prends le ballon, c'est pas grave, on s'en fout, on partage des primes. Ou alors voilà, on mettra un système de primes très communiste en place. les mecs, tous les trucs, c'est des primes communes. Voilà. Genre prime d'objectif pour le groupe de coureurs.
Donc ils sont obligés d'aider leurs potes. London Marmite, c'est devenir un film Disney, quoi. T'as vu C'est beau, hein. Voilà, on va faire ça. Le capitalo-communisme. Exactement. Une belle vision des London Marmite. À la City. Avec le Brexit. À la City en plein Brexit. Alors, on a à peu près défini notre philosophie. En tout cas, c'est grosso modo, on va cogner sur le pass rush et sur les lignes. Ceux qui viennent chez nous, ils vont pas repartir entiers, quoi. Alors, quel joueur représentatif de cette philosophie maintenant on voudrait dans l'équipe, dans l'idéal, si on arrive à les recruter? Mais en défense, tu parles les deux. Qui vont être les représentants de cet esprit qu'on va insuffler, que ce soit à la fois des stars ou bonnes affaires. Moi j'en ai un, mais. Joey Bosa. En gros, notre numéro 2 derrière Aaron Rodgers, si je le comprends bien. C'est ça. Joey Bosa, on avait eu une bonne idée l'autre fois en repart. Ah bah non, Von Miller. Von Miller aussi, ouais. Moi je vais dire JJ Watt, mais. Von Miller en 4-3 ? Oui, il peut. Il peut. C'est comme ça qu'il jouait avant que Wade Phillips arrive à Denver et il était pas mauvais, mais il a un peu plus de responsabilité. Il se consacre pas majoritairement au pass rush, mais il est parfaitement capable de le faire. Dans notre défense, je préfère Joey Bosa à la limite, tu vois. Non, moi, Von Miller, ça va. Non, il a ce côté un peu plus fun en plus, Von Miller. Moi, j'aime bien. Ça reste dans le côté un peu. Moi, je m'excuse si on veut un vrai gros linebacker. Mais toi, en fait, tu veux péter des bouches. Ah bah ouais. Raoul, il est comme ça. Les mecs, ils viennent à Londres, il va pleuvoir, le terrain, il est dégueu, on va les... Ah oui, donc en fait, tes propriétaires, ils n'ont pas du tout la même vision de moi, je suis spectacle, et puis non, allez les gars, marchez. Ah non, mais il faut réfléchir à Londres, on va pas pouvoir... on nous propose Khalil Mack ou Aaron Donald, sinon. Oui, Aaron Donald, j'en ai parlé la dernière fois, mais ce genre de joueur, vraiment... Mais je trouve que... Aaron Donald est un joueur charismatique, mais vraiment Von Miller, je trouve qu'il a ce côté total package, c'est-à-dire performant sur le run-stop, sur le pass rush, et puis c'est un joueur, c'est un personnage à part entière aussi, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et on attaque parce que là on nous titille, vous avez un budget limité, vous voulez des tops, donc pour le budget plus limité, on attaque, on est d'accord, on peut prendre un comité de coureurs à coût plus modéré. Voilà, à coût maîtrisé, à loyer modéré. Un comité à loyer modéré. Et pareil, au niveau des receveurs, vu qu'on a Aaron Rodgers, on a besoin d'une ou deux grosses cibles et après, il va nous en faire des bêtes. Même et un tight end un peu versatile. Ouais. Non, parce que tu parlais de Garrett Blount tout à l'heure, c'est pas un joueur qui coûterait les yeux de la tête et qui, pour le coup, aurait une mission première. Là, pour le coup, on l'a fait à la Patriots. C'est de marcher sur ses adversaires, n'est-ce pas, Raoul? J'adore. C'est ça. On l'a fait à la Patriots, on prend des Gillislee, des Blount, des trucs comme ça. Là, on fait des économies. Alors, j'allais dire, tu prends limite un David Johnson avec lui, mais Johnson, il est très impliqué chez les Cards. Il voudrait peut-être pas un rôle plus restreint. Il fait tout. Non, tu prends un bulldozer comme ça, et puis un mec à la draft, tu vois, comme les Saints ont réussi avec Alvin Kamara, un mec un peu versatile à la draft. Et là, bam, on est dans la maîtrise des coûts. On est pas mal. C'est vrai. Ça nous oblige, comme ça, on n'a pas à augmenter trop le prix des tickets. Non, parce qu'on pense aux fans quand même. Est-ce qu'on offre un pot de Marmite à chaque abonné? Du coup, disons que c'est mal vu de vendre autre chose dans les stands. Ah bah sandwich à la Marmite, tartine à la Marmite, gaufre à la Marmite. De toute façon, dans le stade, ça va être que ça. Je pense qu'il faut qu'on prévoie des grandes bennes pour le vomi, parce que ça va être. Ça va être sympa l'odeur. Des fish and chips, mais à la Marmite, sauce Marmite tout le temps. Est-ce qu'il vaut mieux que ça sente la Marmite comme chez nous ou les toilettes comme chez les Riders? Ah ouais, non, la Marmite. Ouais, voilà. Il y a Guillaume qui nous propose Hunter Henry en tight end. Hunter Henry, c'est un peu ce type de... Il va monter en prix très bientôt, lui, peut-être aussi. Bah, c'est pour ça qu'on le chope maintenant. Ouais. Parce que là, c'est un peu le tight end que j'avais en tête, un peu versatile, bon en bloc, bon en course, bon en run. Et il parle encore de Chargers. Eh ben c'est vrai. Non, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai lancé. T'as vu comment il monte en... c'est moi qui l'ai lancé. Greg Olsen est extraordinaire. Greg Olsen est plus vieux. C'est incroyable. Greg Olsen est plus vieux. Il vole dans l'espace. C'est moi qui l'ai lancé. Vous êtes hyper fatigant avec ça. Non mais c'est vrai. À chaque fois, je dis tu parles que des Chargers. Et quand je regarde les matchs des Chargers sous les yeux, je vais pas parler des Panthers. Non mais c'est moi qui l'ai lancé. C'est moi qui lui ai dit Hunter Henry. Tu t'enflammes, on te dit Hunter Henry. Ah non, justement, Joey Bosa, c'est moi qui me suis enflammé sur Bosa. Ah bon? Ouais, Joey Bosa, moi je suis pas forcément. C'est moi qui le voulais. Allez, on a à peu près donné l'identité des Marmites. Voilà pour cette petite séquence construction. On passe au prono.
Tous les pronos, messieurs. Et la semaine dernière n'a pas été très brillante pour moi-même, je vais vous le dire, puisque j'étais à 6. Ah, fin de série donc. Ouais. Raoul et Grégory à 9, Raphaël à 10. Je reprends 3 points. Le coup de fringale après le chasse-patate. Et encore, j'ai pas pris les Jaguars. Quelle erreur. Tu reprends 3 points, mais t'en as toujours 3 de retard sur moi. 125, 128. Calme-toi, non, mais si en une semaine, je reprends 3 et qu'il reste 3 semaines, faites le calcul. 125, 128, pardon. Hop là, 136 et 137 pour Grégory. Tu vois comme il est perturbé. Les pronostics de cette semaine, alors il y en a partout. Il y a du jeudi, du samedi, du dimanche, du lundi. C'est un jeudi, 2 samedis et le reste dimanche et le lundi. Coup d'envoi jeudi 18h30, 2h30 du matin, pardon, jeudi à vendredi. Colts 3 victoires, 10 défaites. Broncos 4 victoires, 9 défaites. Je donne les Broncos. J'avais pris les Broncos mardi et en fait je vais changer d'avis. Parce que j'ai vu cette statistique terrible comme quoi Denver était à 0-6 à l'extérieur et qu'ils avaient été battus et que sur les scores cumulés ça fait 180 à 80 en gros. Oui, enfin ils n'ont pas joué les Colts. Non, mais ils sont quand même très mauvais à l'extérieur. Ils sont à 3-10 cumulés cette année. Je ne sais pas à l'extérieur ou à domicile, mais ça fait 3-10. Mais t'as vu jouer les Broncos un peu cette année ou Ouais. Parce que j'ai l'impression que... Non mais tu peux pas me dire que les Colts sont bien moins bons que les Broncos. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui est méga favorite. Non, mais bon, ils ont battu les Jets la semaine dernière et je pense pas que les Colts soient beaucoup plus forts que les Jets. Les Colts, ils sortent d'un match pas trop mal sous la neige. Hein. Ils perdent énormément de matchs, mais il y a beaucoup de matchs où c'est une équipe très chiante. Jacoby Brissett joue Oui, en théorie. Il y a pas de contre-indication. Hein. Oui. Moi, je reste avec les Colts. Les Broncos. Merci de me rendre un point. Oui, à ton service. Raphaël a mis les Broncos. Viens dans les Colts. À chaque fois que je mets un pronostic différent de lui lors du First Day Night, je me fais avoir. Allez, décide-toi. Les Broncos. Normalement, en plus, t'es le numéro 1, tu devrais donner ton pronom en premier. Hein. T'as pas le droit. Ah oui, j'aurais dit Colts, mais je joue Broncos. Je ne te donne pas Raphaël, maintenant tu dois donner en premier. Je m'en fous. Il a déjà fait en fonction. Hein. Coup d'envoi samedi à 22h30. Il y a donc un match ce samedi à 22h30. C'est entre les Lions à 7 victoires, 6 défaites et les Bears à 4 victoires, 9 défaites. Je vais donner les Lions parce que les Bears font des progrès sur certains matchs, mais ça reste quand même très irrégulier. Donc sur un prono. En un quart temps, les Lions peuvent quand même les rattraper. Donc. Les Lions. Meilleur QB de moins de 30 ans, Lions. Les Lions pour Stafford, Greg et pour Raphaël aussi. Coup d'envoi dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin. Le choc de l'AFC West, ça aurait pu être une de nos affiches. Kansas City Chiefs, 7 victoires, 6 défaites et les Chargers, 7 victoires, 6 défaites. Avec donc Kansas City qui s'est réveillé en défense la semaine dernière, des Chargers qui vont bien, avec un Philip Rivers qui est efficace, avec un pass rush qui est là, des cibles pour Philip Rivers qui sont efficaces aussi. Donc ça sent bon. Tu veux savoir la stat sur Philip Rivers que je suis tous les jours 1,5% de passes interceptées cette saison, c'est son plus bas taux en carrière. Donc les Chargers. Il est en forme. Ouais, moi aussi. Greg. Ouais, il y a eu une large victoire. Tu disais que la défense s'est améliorée contre Oakland, mais paradoxalement, je trouvais que la ligne offensive était parfois un peu poreuse. Contre les Raiders, je me dis contre les Chargers qui ont un des meilleurs pass rush cette saison. Pas le moment. Oui, ça peut leur jouer des tours à un moment donné, donc Chargers pour moi également. Allez, Chargers pour tout le monde, Raphaël aussi. Coup d'envoi dimanche à 19h, Jaguars, 9 victoires, 4 défaites, Texans, 4 victoires, 9 défaites. Bon, ça paraît assez évident. Du côté de Jacksonville, il y a beaucoup plus de pass rush. Il y a un Blake Bortles qui est en forme en ce moment. TJ Yates titulaire, non, pour les Texans. Point titulaire, en effet, pour Houston. Il a pas mal joué dans le dernier match. Hein. Oui. Non, mais c'est encore une fois cette grande blague des Texans qui font n'importe quoi avec leur... C'est un match de division. Je serais même pas étonné que Houston gagne. Il peut tout arriver. Après, c'est tellement fort en défense du côté de Jacksonville en ce moment. C'est difficile de dire autre chose que Jacksonville. Pronostique pas contre eux. Non. Greg. Jacksonville pour tout le monde, pour Raphaël aussi. Cleveland Browns 0-13, Ravens 7 victoires, 6 défaites. Les Ravens qui s'accrochent dans la course au playoff et forcément qui ont quand même beaucoup plus d'armes. Ils ont une meilleure défense, ils ont de quoi faire déjouer de Sean Kaiser, même s'il y a Josh Gordon en face maintenant, et qui ont un peu démarré en attaque. Et qui sont disciplinés. Et c'est un peu ça aussi, c'est souvent ce qu'on dit des Ravens, c'est qu'ils sont très disciplinés et je les vois mal perdre face aux Browns. Donc Ravens. Ravens aussi. Pour moi aussi, ça me paraît évident. Pour Raphaël aussi. Panthers, 9 victoires, 4 défaites. Packers, 7 victoires, 6 défaites. Aaron Rodgers is back. Ouais, mais face au pass rush des Panthers. Moi, je dis que c'est pas un cadeau. On en a déjà parlé mardi. Moi, je pense que c'est... Le risque est trop... Enfin, les playoffs sont trop loin à atteindre pour eux. Même avec 3 victoires, c'est pas sûr d'y aller. Donc... Enfin, après, tant que tu as une chance, je vois pas pourquoi tu enlèverais ton meilleur joueur s'il est en bonne santé. Est-ce qu'il est vraiment en bonne santé ? Il est remis, c'est une fracture. C'est remis. On va voir. Il faut un gros compte de circonstances. Maintenant, s'ils battent Carolina et que éventuellement les Panthers s'en reperdent un d'ici la fin de saison, ils ont le tiebreaker.
Moi, je trouve que c'est trop risqué. Maintenant, je comprends pas ce délire de dire si c'est une fracture. Parce que elle est remise. C'est pas des croisés, il joue pas avec un ligament qui pend, quoi. Bah non, heureusement. Puis bon, il a pas une ligne non plus. Il y a des années où la ligne était vraiment catastrophique, mais bon, il a pas non plus. Ça joue les Panthers. Enfin, c'est ça qui me fait peur pour lui. Enfin, ils vont pas non plus le retourner et lui faire une prise de catch. Moi, je comprends pas ce truc. Sa clavicule est remise. Elle est remise. On va pas. Non, par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'on voit notamment, c'est Jamal Williams notamment qui a sur d'assez bonnes sorties ces dernières semaines. Ouais. Là, pour le coup, tu parlais de la pression des Panthers. Si le jeu au sol arrive enfin à apporter une certaine alternance à Green Bay, là, ça peut mettre un peu plus les Panthers en difficulté, même s'il y a un excellent run-stop du côté de Carolina. Ça ne se discute pas, on est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, ce sera peut-être plus difficile à défendre de la part de l'équipe de Ron Rivera, et ça peut permettre à Aaron Rodgers de sortir quelques jeux clés quand il y a besoin de les sortir. Mais c'est vrai que sur un premier match comme ça, démarré par Carolina à l'extérieur... Après, c'est Aaron Rodgers, c'est pas un mec qui débarque non plus dans la ligue. Oui, mais bon, c'est pas non plus un extraterrestre. Et il va pas gagner tous les matchs. Oui. Tu dois le reconnaître. Ça dépend des fois. Écoute, je l'ai vu jouer en début de saison à Atlanta à l'époque où il était parfaitement en forme. Alors certes, il n'y avait pas encore le jeu au sol qui est actuellement du côté de Green Bay. Ça n'avait pas empêché les Packers de perdre non plus. Donc, après, attention, compte sur Mike McCarthy pour oublier qu'il a un jeu au sol maintenant qu'Aaron Rodgers est revenu aussi. Peut-être. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est pas ça que la c'est que l'autre, il va faire c'est bon, il est revenu. Ouais, lance. 75 passes. Non, et puis tu as l'air d'oublier quelque chose, c'est que tu regardes beaucoup l'attaque de Green Bay, mais la défense des Packers, c'est pas devenu exceptionnel pour autant. Quand tu vois les difficultés qu'ils ont eu à Cleveland, par exemple, c'est aussi ce qui fait que Green Bay a été rattrapé par la peau des fesses du côté de l'Ohio. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Depuis le début de l'année qu'il est pas entouré. De toute façon, les Panthers, ils ont mis plus de 30 points à Minnesota, qui est une des meilleures défenses de la ligue. Donc, je me dis que ça va peut-être être un petit peu court. J'y vais avec Carolina sur ce match-là. Carolina pour Raphaël aussi. Et Green Bay pour moi. Je crois en Aaron Rodgers. Allez, je m'en fous. Quel fidèle. T'es pas content, tu vas moi, je suis ravi depuis le début. J'en ai déjà 2 là. Ah non, il est en surchauffe ces dernières semaines. Là, il va de contre-coup. Je ne crois pas en Cam Newton cette année. Peut-être pas en playoff, mais en saison régulière. Bill, 7 victoires, 6 défaites. Dolphins, 6 victoires, 7 défaites. Tyrod Taylor est incertain. Et vous sentez bien le moment où Miami va vous décevoir après cette grosse victoire contre les Patriots. Ouais, et c'est bien pour ça que je vais prendre les Bills. Ouais, moi aussi. Parce que voilà, c'est terrible. Mais les Dolphins, c'est très irrégulier. Et les Bills, même. Alors que les Bills, c'est d'une constance imparable. Tu les vois venir gros comme une maison. C'est dur. On sait même pas qui va jouer au poste de quarterback, les gars. Mais ça va pas changer grand-chose. En plus, Nathan Peterman est blessé, donc ils sont foutus. C'est Joel qui va démarrer. Non, Peterman il s'est entraîné aujourd'hui. Ah bon ça peut changer. Ouais, Peterman s'est entraîné. Tout le monde s'est entraîné. Alors, par contre, si Peterman joue, il faut savoir s'il neige. Parce que visiblement, il joue mieux quand il neige que quand il fait beau. Miami, ils ont donné tout ce qu'ils avaient contre les Patriots. Je pense que là, il va arracher la tête d'un mec, il va se passer un truc. Moi, j'en suis pas sûr. Ça reste un match de division. C'est à 19h et ils s'en foutent. Où est-ce que c'est ? C'est encore à Buffalo ? C'est à Buffalo, ouais. Ah, peut-être. Non, je crois pas qu'il y ait de neige. Buffalo, on va voir. S'il y a encore de la neige, les Dolphins, ils vont se noyer. Les Bills, je sais pas. Il y a une vibe un peu bizarre du côté de Buffalo. Tu sais quoi ? Allez, vas-y. Je vais donner les Dolphins parce que tu me convaincs. Et si je perds un point, c'est à cause de toi, d'accord ? Je te mets un peu de pression en plus. Et c'est quoi la conséquence ? Il sera grandement récompensé. Il n'y en a aucune parce que je suis 100% non violent, mais je dis juste, si je perds un point, c'est parce que j'aurais suivi ton conseil. Il sera très énervé. Donc je prends. Voilà. Et en plus, comme Raphaël a mis les Dolphins, ça me conforte encore plus dans le fait de mettre Miami. Et je ferai comme ça. Je serais colère. Tout le monde, les Dolphins sur comme ça. Voilà. Ça. Cool. Oh, c'est bon, ça me rassure encore plus. Peut-être pouvoir remonter plus loin qu'Alain. Vikings 10-3, Bengals 5-8. Les Vikings sont évidemment favoris de ce match. Très Cincinnati un peu à la dérive. Donc, Greg, prono, on te laisse commencer maintenant. Ils viennent de prendre 33-7 à domicile contre Chicago, Cincinnati. Donc, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Minnesota, bien sûr. Minnesota pour Raphaël, Minnesota pour moi. Redskins 5 victoires, 8 défaites. Cardinals 6 victoires, 7 défaites. Ça va être facile, lui. Un drôle de match de la NFC. Les deux équipes n'ont plus rien à espérer. Voilà, Kirk Cousins n'est plus très entouré. Ils ont mis Jordan Reed sur la liste des blessés. Adrian Peterson ne devrait pas revenir d'ici la fin de la saison. Quand même à Washington. Oui, c'est Magic Pirine. Bon. Ouais. J'hésite vraiment avec ce. Moi, c'est l'attaque d'Arizona qui m'emballe pas du tout. Autant défensivement, il y a des choses intéressantes. Encore une fois que je vois dans cette équipe, mais. En attaque, il y a tellement de blessés maintenant, je sais pas. Mais David Johnson ne devait pas revenir avant la fin de la saison régulière. Oui, mais en fait, non. Finalement, on a menti. Ah, d'accord. Non, il ne reviendra pas. Donc sans Peterson en plus. C'est ça. Ah, s'il n'y a pas Peterson, c'est fini. C'est qui ? C'est Kawhi Williams, le quarterback ? Oui. Je sais plus. Le quarterback, le coureur, pardon. Ouais.
Et c'est Blaine Gabbert le quarterback. Ouais, moi, ça va Washington par défaut, j'ai envie de te dire. Mais c'est sûr que ça fait pas spécialement rêver le niveau des Redskins actuellement. Washington par défaut aussi. Et j'ai pas regardé. Raphaël, Washington aussi. Giants 2 victoires, 11 défaites. Eagles 11 victoires, 2 défaites. Les débuts de Nick Foles avec Philadelphie. Ouais, je sais on parlait d'attaque qui n'était pas transcendante. Après les Giants, quand même. Oui, non, mais voilà. Après, je veux dire, ok, Carson Wentz c'est pas là, mais ils ont toujours leur défense, ils ont toujours un jeu au sol. C'est vrai. Les Giants, c'est quand même pas grand-chose, donc. Ils ont un pass rush, mais bon, la ligne des Eagles n'est pas non plus catastrophique. Même s'il y a quelques rencontres récemment qui ont un peu mis qu'on fait mal un peu à cette vérité-là, mais Philadelphie, il me paraît très bon. Ouais, moi aussi, Philly pour moi, Philly pour Raphaël. Saints 9 victoires, 4 défaites, Jets 5 victoires, 8 défaites. Un match que je vais résumer à une question, Drew Brees ou Bryce Petty dans un dôme à New Orleans. Oh non, c'est Bryce Petty. Oh non, mais quand est-ce qu'il joue à Kenberg? Jamais. Écoute, je suis désolé. Dans 2 ans, pas cool, quand ils auront essayé 3 quarterbacks dans la saison. New Orleans, évidemment. New Orleans pour tout le monde. Seahawks, donc ça c'est à 22h. Seahawks, 9 victoires, 5 défaites. Rams, 9-4, on avait dit. 8-5, pardon, pour les Seahawks. 9-4 pour les Rams. Seahawks pour Greg. Rams pour Raoul. Seahawks pour Raphaël et Rams pour moi. Coup d'envoi dimanche à 22h25. 49ers 3-10. Titans 8-5. Titans. Pas facile. C'est typiquement le genre de match que Tennessee gagne cette année. Oui, c'est comme ça qu'ils. C'est vrai qu'on après San Francisco va mieux, mais. Mariota serait blessé de partout. Vu ce qu'en disent les journalistes et les médecins, apparemment, oui. Hein. C'est pas grave, tu donnes le ballon à Derrick Henry, à la cheville, aux adducteurs et aux genoux. Donc bon. J'ai envie de croire en Jimmy Garoppolo pour la passe de 3 improbable. Moi, je vais attendre clairement ce que tu vas dire. Moi, j'y vais avec Tennessee. J'ai un doute, j'ai dit 49ers sur ma. Moi aussi, mais. Faut pas oublier qu'ils viennent de gagner à Chicago et à Houston aussi. Hein. Encore une fois, Tennessee, c'est pas exceptionnel. Je vais dire Tennessee, mais ils sont pas dans l'état des deux franchises. C'est dans le Tennessee. San Francisco. Ah, c'est à San Francisco. Parfait, 49ers. Bon, Tennessee alors pour moi. Steelers 11-2, Patriots 10-3. On avait dit. Patriots. Patriots pour vous deux, Steelers pour moi, Steelers pour Raphaël. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, 2h30 du matin. Raiders 6 victoires, 7 défaites. Cowboys 7 victoires, 6 défaites. Dallas tente de s'accrocher à ses espoirs de play-off. Et il y a des sourcils qui dansent du côté de Greg. Oui, parce que autant j'ai eu du mal à me dissocier de Raphaël sur les précédents matchs, autant celui-là, j'ai envie de jouer Auckland. Et parce que lui, il joue Dallas, ouais. Juste pour ça. J'ai envie de jouer Auckland. Non, mais parce que ce match-là me faisait douter. Certes, Dallas est en meilleure forme, mais il ne faut pas oublier que c'est contre Washington et les Giants, 2 équipes qui, comme on le disait, ne sont pas en méga forme. Alors, Auckland, ils viennent quand même de prendre une petite fessée à Kansas City quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais je me dis que du côté d'Auckland, ils sont capables de mettre à mal cette équipe de Dallas qui restera toujours privée de Ezekiel Elliott, merci, qui défensivement reste quand même, n'est pas infaillible. Donc je pense qu'il y a moyen sur un match un peu toujours le meilleur sacker. Il est toujours meilleur sacker de la NFL. Marcus Lawrence. C'est possible. Il était à 13,5 la semaine dernière. Non, c'est Chandler Jones qui est passé devant. Ah, peut-être. Ouais, c'est Chandler Jones qui est passé devant. Il est dans le top. Cardinals. Ouais, il est pas facile celui-là. C'est à Auckland. Moi, je vais prendre les Cowboys. Vu qu'avec les pronos depuis le début, je suis repassé devant toi au point là, ça veut dire que c'est moi qui pronostique avant toi. Faut pas que je fasse ça. Raphaël prend les Cowboys. Je sais pas celui-là. Je vais prendre les Raiders. Ouais, je vais prendre les Raiders. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin. Buccaneers 4 victoires, 9 défaites et Falcons 8-5. Alors Grégory Richard, on va pronostiquer pour son équipe ou pas? Ouais, c'est ça le problème. Richard, il est pas bien parce qu'il a vu les pronostics de Raphaël avant l'émission qui mettait Atlanta. Ouais, il a mis Atlanta. Et par superstition, j'aurais mis Tampa, mais je vais pas perdre un point à la con comme ça, ce serait dommage. C'est fou. Je vais mettre Atlanta, mais c'est vraiment le type de match piégeux. Ils viennent de taper New Orleans et ils sont capables de scrouter lamentablement à Tampa. Ouais, moi, je vais quand même prendre les Falcons. Atlanta. Falcons pour tout le monde. On passe au code de la semaine.
C'est l'heure des cotes, messieurs, avec notre partenaire Unibet sur les paris en ligne. On commence par la cote de Raoul. Raoul, qu'as-tu choisi comme match ? Eh bien, comme je l'ai dit avant, les Rams face aux Seahawks qui sont à 1,92. Pour moi, c'est assez élevé. Et comme j'ai dit, je pense que Los Angeles peut profiter des blessures nombreuses des Seahawks, notamment en poste de linebacker. Ça va laisser de la place à Todd Gurley, ça va laisser de la place à Jared Goff pour distribuer dans les airs. Je vois les Rams gagnant sur ce match 1,92. Grégory. 2,10 la cote d'Oakland pour moi. Comme je disais, c'est le seul pronostic où je joue pas la différence aussi parce que j'ai du mal encore à être emballé par cette équipe de Dallas. Certes, la ligne offensive est a priori de retour vraiment au complet et ça sent mine de rien. Ça n'a pas facilité la tâche de Khalil Mack, mais je sens cette équipe des Raiders encore une fois capable de se réveiller offensivement après le 0 pointé contre Kansas City et réussir à gagner de peu contre les Cowboys. Et moi je termine avec Packers à 2 contre les Panthers. Mais si, croyez un peu en Aaron Rodgers. Dans le doute, je prends le quarterback qui mérite son titre de MVP sur l'ensemble de sa carrière et pas celui qui a fait juste une saison comme ça. Parce que sur la saison qu'il a fait, il le mérite pas. Alors, sur la saison qu'il a fait, mais il n'est pas à son standing depuis. Donc, amen Packers, sur ce que tu viens de dire, mais ton pronostic, tant. Donc Packers à 2. C'est une bonne cote pour Green Bay avec Aaron Rodgers. Excusez-moi, contre une attaque qui sur une semaine sur deux. Hein, c'est voilà. Pas faux. Le combiné 10 € pour ces trois-là, ça fait 80,64 €. On rappelle, Rams à 1,92, Raiders à 2,10 et Packers à 2. Le YOLO, messieurs. Alors, j'ai fait un YOLO dis-nous parce que... plutôt raisonnable. Alors, c'est celui qui peut passer ? Ça peut le faire, c'est ça qu'on appelait. Ça peut le faire. N'exagère pas non pour plus. tous, je peux trouver un motif d'espoir. C'est pas genre du Browns, Dolphins, Bengals. Il te dit quand même ça juste après avoir pronostiqué Green Bay à Carolina. Hein. Ouais. Il y a un motif d'espoir. d'espoir. Tu vas rajouter. Tu vas pas me dire que lundi matin, tu seras hors de toi en train de hurler. Waouh, c'était la surprise de l'année si Green Bay est passé quand même. Je n'ai pas hurlé non plus, mais je joue quand même avec un des... Il y a plus convaincant. Le type va se réveiller à sa fenêtre, va hurler. Il joue quand même avec un des sur meilleurs. le rêve et de joie. Enfin, il joue quand même avec un des meilleurs quarterbacks de sa génération et oui. il y a des arguments quand même. Il est tout seul. Et une défense. Ah non. Vas-y, non, continue. Bon, on continue. Et donc Cam Newton joue avec un jeu de passe hyper régulier, beaucoup de receveurs à sa disposition et un jeu au sol très très régulier aussi. Le jeu au sol, plus. Moi, le jeu au sol, ça va mieux. Le jeu au sol, ça il y a va. eu des semaines où... Pour l'instant, ça va. Bon, on n'est pas d'accord. J'ai l'impression on n'est pas d'accord. J'ai l'impression qu'il y a blocus. Je ne suis pas convaincu par ces Panthers. Je sais qu'ils ont une bonne défense, mais je pense que Aaron Rodgers peut en faire assez. Donc, de toute façon, dans le YOLO, on reprend les trois. Oui. Raiders, Packers et Rams. Derrière, les Steelers sont à 2,05. Excusez-moi de trouver ça quand même jouable dans un YOLO. Ils sont plus joués que les Patriots pour l'instant sur Unibet. 55% pour les Steelers contre 45% pour les Patriots. Les Cardinals sont à 2,50. C'est pareil, dans une opposition... les Cardinals, c'est toujours... un peu à pile ou face. Celui-là, j'aurais pas mis par contre. Les Dolphins sont à 2,20. Oui, celui-là. Ah oui, d'accord. Je valide. Et celui qui est un peu risqué, qui est même très risqué, mais qui rajoute un peu à notre YOLO, ce serait les Giants. Mais tu vois, moi j'hésitais à les prendre. Je me suis dit, pourquoi pas 3,10. Parce que c'est vrai. Et c'est quoi ton motif d'espoir ? Il n'y a pas Nick Foles. Nick Foles, rivalité de division, Philadelphie dans le trou une semaine après avoir perdu Carson Wentz. Pas de rebond immédiat. Je te dis pas, c'est un motif d'espoir. Voilà, j'ai pas dit que c'est une assurance. Ça vaut, mais je rappelle que quand Carson Wentz sort, à un moment donné, Philadelphie est mené au score. Oui, en plus. Il gagne quand même, Bien aussi sûr. grâce à la défense, mais contre cette attaque des Giants, ça peut Non, mais suffire. attention, c'est un YOLO, hein, donc je te dis, il y a un motif d'espoir. Disons que je le trouve moins puis, dingue que certains qu'on a fait où on balançait du Bengals, Brands, etc. Pour le Raiders, il y a quand même moyen. Pour le Packers, je trouve qu'il y a moyen. Pour le Rams, il y a clairement moyen. Le Steelers, il y a clairement Tennessee moyen. à 1,85 c'était un peu bas, j'ai mis un peu, contre plus haut dans les Niners. Ouais. Les Cardinals, il y a carrément moyen. Les Dolphins, il y a carrément moyen. Donc il y a vraiment les Rams, les Giants, et les Packers qui sont border. Donc Cleveland à 3, on oublie. Ah bah oui. Il n'y a pas de Bah, motif c'est les d'espoir Ravens. du tout. Non mais c'est les Ravens en face. les Ravens. Tu crois que Jalen Harbaugh, il va bien. perdre contre les Browns? J'ai essayé de voir si Alain arrivait à trouver un motif d'espoir pour Cleveland. Non, mais c'est pour ça, tu vois, là sur un YOLO de 7 équipes, il n'y en a que 2 que je trouve border, ou les autres, il y a un vrai motif. Tout à l'heure, tu disais plausible. que les Texans, on sait jamais, les Jaguars sont capables de faire n'importe quoi. Les Texans, ils sont à 4,25. Non, ça par contre, je crois absolument pas. J'osais même pas, tu vois. Là, il faut vraiment que. comme quoi, c'est même pas que les astres soient alignés, là, c'est que c'est un bordel pas comme possible. quoi, je suis raisonnable, c'est-à-dire que mes 2 qui sont border, c'est les Packers où vous y croyez pas, mais je me dis, il y a Aaron Rodgers et quand même sur un
match, Aaron Rodgers peut sortir des trucs. Et les Giants, où là, en effet, c'est plus romancé et on se dit c'est dans l'état d'esprit. Philadelphie s'écroule un peu. C'est un match de division. C'est un match de division. Il a Manning pour prouver qu'il avait raison. En tout cas, ce Raiders, Packers, Rams, Steelers, Giants, Cardinals, Dolphins, c'est 5 € misés, 1619,92 € de gain. Oh là là. Ouais. Hein. Voilà, faites-vous plaisir. Vous me remercierez plus tard si Aaron Rodgers est bien le meilleur quarterback de la ligue. Ouais. Alors là, il faut aussi qu'Eli Manning soit le meilleur quarterback de la ligue. Il faut beaucoup de choses. Que Blaine Gabbert soit le meilleur quarterback de la ligue aussi. Bon, encore une fois, je maintiens qu'il est quand même beaucoup moins farfelu que certains YOLO qu'on a fait. Ah oui, ça. D'accord, je veux bien entendre. Faut dire que tu as une imagination débordante, donc forcément, je fais bien de croire là-dessus. Il y a moyen pour certains. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 217 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche pour le fauteuil, évidemment. Ah oui, le t-shirt. Il était sur le bandeau. Ah bah voilà, il y a le bandeau de toute façon. On vous rappelle donc que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller et passez bien par le lien qui est dans le menu du site. Comme ça, ils savent que vous venez de notre part. On vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui nous aident sur Tipeee, commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube, la boutique, tout ça, ça nous aide aussi. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, Twitter, @tdactu, @YeloRadiosa, @RaoulVDG, @CamilleSaraben, @AlainMattei. Merci beaucoup Greg, merci beaucoup Raoul, merci beaucoup Camille. On vous rappelle donc qu'on se retrouve dimanche dans le fauteuil. Le site c'est touchdownactu.com. On vous souhaite un très bonne fin de semaine puisqu'on se retrouve avant les matchs. J'avais l'habitude de dire bon match. Si vous ne regardez pas le fauteuil, bon match à vous quand même. On lance le petit générique. Les premières notes sont là. Allez, très bonne fin de semaine, très bon match à tous et peut-être à dimanche dans le fauteuil. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.